Du coup, bonjour Charles, on est super content de te recevoir au Club Digital. Ça fait un moment que moi personnellement je te suis et comme beaucoup de personnes, je t'ai découvert dans Coup d'État, dans ton interview Coup d'État. Tu sors de l'IPSA, une école d'ingénieurs spécialisée dans l'air et l'espace. Tu en sors en 2014 pour devenir rapidement consultant. Tu dis souvent dans tes interviews que tu as très vite été ennuyé par cette routine, par ce besoin d'être heureux, de t'épanouir dans ton travail au quotidien. Et en 2016, tu cofondes Comet avec trois autres personnes, une plateforme de mise en relation entre startups et grands groupes, avec une ambition modeste, inventer le futur du travail. Alors, ma première question, elle est assez large, mais comment on invente le futur du travail quand on est une start-up et surtout en période de crise? Écoute, c'est une super question et sache que Sam, je suis super ravi d'être avec toi aussi aujourd'hui. Donc merci beaucoup pour l'invitation. En fait, quand on lance Comet à 25 ans, donc déjà à ce moment-là, il n'y a pas la crise. On est un peu, tu vois, utopiste. On a bossé 2, 3, 4 ans dans des boîtes et en fait, on partage un point commun qui est que déjà, c'est des boîtes où il n'y a pas beaucoup de sens. En gros, le dimanche, quand on voit la semaine arriver, on se dit pas génial, une nouvelle semaine. Et en fait, intellectuellement, tu vois, notre job, on apprend des trucs, mais on sent que finalement, en fait, on partage un côté qui est que le job devrait être aussi un moyen de s'accomplir. Et finalement, alors qu'on bosse que 3 ans, on se dit, en fait, on est déjà un peu saoulé et on voit pas comment est-ce que aujourd'hui, en tout cas dans ce qu'on vit, le job, enfin le boulot, peut être aussi un levier d'émancipation ou enfin plutôt d'accomplissement. Et donc, ça, c'est le constat. Et en fait, quand on se dit, bah, venez les gars, on va réinventer un peu le travail, c'est de se dire que, en fait, moi, j'ai fait mon mémoire de fin d'études là-dessus. Tu vois, j'ai vachement approfondi le sujet du travail, d'où vient le salariat. En fait, il vient de l'ère industrielle surtout. Et en fait, on se dit, OK, on n'est plus du tout à l'ère industrielle. Donc, en fait, ça serait cool de créer en gros un nouveau protocole d'échange entre bah, l'individu et l'organisation. Et donc, on se dit, en fait, on va vivre nous-mêmes. En fait, on va faire le travail dont on rêve nous. On va essayer déjà de, en gros, crafter une expérience de travail qui va nous plaire à nous, fondateurs. Puis, on va essayer de la faire ruisseler sur un début d'équipe. Et puis, très vite, en fait, on comprend qu'il y a un statut qu'on admire qui est le statut d'indépendant. Et donc, c'est comme ça qu'on se dit que finalement, pour pouvoir en gros propager cette expérience de travail, il ne faut pas qu'on salarie la terre entière parce que ça serait impossible en fait. Il faut que finalement on prenne le statut de freelance et qu'on rende ce statut vachement cool. Donc ça c'est le début. Et pour répondre à la deuxième partie de ta question, en fait même pendant la crise c'est inchangé et au contraire c'est même conforté parce que en fait, on s'est rendu compte que avec ce confinement, enfin déjà il y a le freelancing depuis plusieurs années qui explose, mais avec ce confinement, malheureusement, les gens ont été confrontés soit à du chômage partiel, soit à du télétravail. Enfin, ça a été un peu forcé. Et donc très vite, le sujet du futur du travail, il est devenu vachement d'actualité, soit par le télétravail, soit aussi par notamment le freelancing, parce que on l'a vu, mais il y a eu des mesures dédiées aux freelances, ce qui est assez cool de montrer qu'aujourd'hui on s'y intéresse. Donc finalement, cette crise, elle remet le futur of work, ou donc le futur du travail, vraiment au goût du jour, quoi. Et donc ça nous conforte dans l'idée qu'il est temps d'inventer une nouvelle expérience, quoi. Ok. Et justement, vis-à-vis de ce statut du freelance, aujourd'hui, je crois que vous travaillez avec un peu plus de 200 freelances. J'imagine que pour la majorité, ils sont sous un statut de micro-entrepreneur. Comment Comet leur apporte les avantages du salariat, entre guillemets, la sécurité en tout cas dans notre société demain pour faire un prêt bancaire, pour louer un appartement à Paris. Comment est-ce que Comet intervient en tant que plateforme? En fait, aujourd'hui, ouais, on a un peu plus de 200 freelances, mais si on fait en équivalent temps plein, entre guillemets, en fait, ça représente 200 personnes. Donc, c'est comme si c'était 200 personnes qui travaillent à temps plein avec nous, avec Comet. Et d'ailleurs, en fait, je te reprends juste sur un point, c'est que bah, ils sont pas micro-entrepreneurs. Alors, c'est juste du détail, entre guillemets, un peu juridique, mais en fait, dans leur statut, comme c'est des gens on est sur une population tech, donc des tarifs journaliers plutôt, on va dire, de 600, 700 euros. Et donc, ils dépassent un peu les plafonds d'auto-entrepreneurs, enfin, ils les dépassent assez vite. Donc, en fait, ils créent un statut qu'on appelle une SASU, donc SASU. En général, c'est ça, grosso modo, qui est utilisé.
Et donc, c'est en fait vraiment une entreprise, quoi. C'est comme Comet, on est une SAS. Eux, ils ont une SAS unipersonnelle. Alors, c'est un détail juridique, mais qui est important parce que déjà, légalement, ça donne beaucoup plus de possibilités parce qu'il n'y a pas de sujet de requalification, etc. Et aussi parce qu'ils se comportent comme des vrais entrepreneurs. Et donc, en fait, le sujet de comment on sécurise un indépendant dans la tech, c'est finalement, ça revient à la question comment est-ce qu'on sécurise aussi un entrepreneur. Moi, je suis président de SAS. Finalement, j'ai les mêmes problèmes d'un point de vue, je dirais, filet de protection que finalement un freelance qui bosse avec nous. Et donc, en fait, on a de la chance parce que je pense que le timing du lancement de Comet a été génial en 2016 parce qu'au même moment, tu as des super belles boîtes qui se sont lancées ou qui sont vraiment sorties du bois. Tu as Alan, qui est une boîte magnifique, tu vois, sur la mutuelle, qui justement, dès 2016, a proposé aux indépendants et d'ailleurs aussi aux chefs d'entreprise, mais a proposé une mutuelle pour eux. Ensuite, tu as des boîtes comme Shine, qui a été rachetée récemment par la Société Générale, mais qui est une boîte fantastique avec un produit incroyable et qui finalement s'occupe plutôt là de la banque. Alors surtout de la banque, je dirais, du quotidien, mais de la facturation, je dirais des mouvements de trésorerie classiques. Mais c'est génial parce que c'est un peu un Revolut pour indépendants. En parallèle de ça, tu as d'autres boîtes qui se sont lancées comme WeMind, là, qui s'est beaucoup lancé sur la prévoyance, qui est aussi une super maison. Tu as des boîtes comme Mansa qui, en fait, vont faire du crédit. Et donc, en fait, quand tu regardes, si tu décomposes un peu, finalement, les avantages sociaux qu'apporte le salariat, en fait, sur chaque verticale, sur chaque sujet, tu as une startup qui s'est lancée. Et donc, nous, avant tout, c'est par les partenariats qu'on arrive à garantir énorme, enfin, je dirais, un filet un peu complet. C'est que au tout départ, on s'est dit, on va tout faire. Bon, on est rentré chez The Family au tout début de la boîte, au bout de 2 semaines. Et très vite, ils nous ont dit, vous êtes des malades, vous ne pourrez jamais tout faire. Et en plus, regardez, là, il y a Alan, là, il y a Shine. Donc, en gros, on a plutôt fait des super partenariats avec tout le monde. Et nous, on se concentre sur un truc, c'est d'apporter des missions. Parce que c'est génial d'avoir en fait une mutuelle, c'est génial d'avoir une banque, c'est génial d'avoir des crédits, c'est génial plein de trucs. Mais si tu n'as pas de mission, tu n'as pas de revenus, et c'est vachement flippant. Et donc, nous, chez Comet, notre métier, c'est d'apporter des revenus aux gens. Et donc, en fait, tout ce qu'on fait au quotidien, c'est vraiment pour que les freelances de la communauté, on puisse leur apporter des missions. Dès qu'ils lèvent la main en disant, écoutez les gars, je suis dispo, je peux bosser, en fait, nous, il faut qu'on soit capable dans la seconde de leur apporter une mission. Ok. Je vais revenir, tu as parlé sur du télétravail. Alors, c'est un sujet forcément qui est revenu, où on a été un peu imposé au télétravail durant le confinement. Je sais que c'est un sujet, notamment sur les réseaux sociaux, sur LinkedIn, sur lesquels tu t'es vraiment engagé, que tu promeus Ouais. déjà bien avant le confinement. Ta vision aujourd'hui du télétravail, de cette séparation vie privée, vie perso, et je vais te poser une question un peu terre à terre, mais ton bureau chez toi, il ressemble à quoi? Alors, déjà, enfin, tu vas me dire que je suis un peu titillant parce que je te reprends, mais déjà, la première chose, mais je trouve que c'est vachement intéressant, c'est que quand on parle de télétravail, on s'imagine de home office. En fait, on s'imagine tout de suite le télétravail égale le travail à la maison. En fait, le travail à la maison, c'est un sous-jacent. En gros, c'est une partie du télétravail. Moi, ce que je défends beaucoup, c'est plutôt le télétravail, mais pas que le home office. Tu vois, tu peux aussi télétravailler depuis un coworking. Nous, nos équipes, elles sont partout en Europe. Alors, plutôt sur une time zone tu vois, unique. Mais en gros, on a des gens qui sont à Bruxelles, on a des gens qui sont à Lisbonne. Et donc, pour faire simple, la plupart d'ailleurs de ceux qui travaillent en remote chez nous, on en a une vingtaine là, qui sont salariés de Comet, mais qui travaillent en télétravail à temps plein. En fait, ils travaillent dans des coworking. Il y en a d'autres qui justement se sont dit, moi, je suis assez à l'aise de travailler de chez moi. Et donc, en fait, je me fais un petit bureau. Et en général, quand tu habites, par exemple, nous, on paye nos développeurs qui habitent on en a un qui habite à Bastia, en Corse. Il est payé comme finalement un salaire de Parisien. Donc, l'avantage, c'est que quand tu es à Bastia, à Lille, à Lyon, tu peux t'acheter aussi ou louer des apparts un peu plus grands ou même pourquoi pas une maison. Donc, tu as souvent une pièce dédiée. C'est difficile, tu vois, de faire du télétravail à Paris quand tu as un petit 20 mètres carrés, c'est assez dur. Mais et moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai vécu là pendant le confinement. En fait, je suis parti en fait de Paris avant le confinement parce que je me suis dit, moi j'ai 20 mètres carrés, c'est impossible que justement je reste pendant N semaines à télétravailler depuis chez moi. Et donc moi personnellement, par exemple, moi chez moi, j'ai pas de bureau parce que en fait, moi j'ai télétravaillé là pendant 6 mois, donc de mars à septembre. J'ai télétravaillé dans le sud et justement, tu vois, plutôt dans le jardin ou plutôt même dans du coworking. Et je sais que personnellement, moi, j'ai envie quand je rentre chez moi de me dire, c'est un peu un temple, il n'y a pas de boulot là-dedans, quoi. Donc quand quelqu'un m'appelle et que je suis chez moi, en fait, je réponds pas.
Et en général, si c'est urgent, les gens me rappellent 4 fois, donc je comprends. Ou sinon, c'est que c'est des gens comme mes cofondateurs où là, oui, ils savent que s'ils m'appellent et que je suis chez moi, c'est que ça va être urgent. Mais c'est pour te montrer que je trouve que le télétravail cristallise très bien ce qu'on se disait au début sur l'expérience de travail. Pour moi, aujourd'hui, elle est extrêmement personnalisable. Et il y a une notion à la fois d'agilité et en même temps de personnalisation qui est importante, de liberté. C'est que nous, aujourd'hui, je dirais, le système RH qu'on a mis en place, il permet justement à n'importe qui chez Comet, soit de faire du 100% au bureau si tu préfères ça, soit de faire, en habitant à Paris, de travailler plutôt dans un coworking qui est à 3 minutes de chez toi plutôt que de faire 45 minutes pour nous rejoindre au bureau, ou même si tu es à Bastia, soit de travailler de ton appart ou de travailler en coworking. Donc c'est pour te montrer, je pense que, en fait, c'est un peu niais, mais moi j'adore la notion de liberté. Et je trouve que justement, on doit la regagner aujourd'hui par la technologie, par enfin, la société dans laquelle on vit. On doit redonner énormément de liberté aux salariés pour justement, en fait, se créer assez simplement sa propre expérience, quoi. Et je vais rebondir sur cette expérience. Aujourd'hui, je pense qu'en startup et notamment dans une entreprise comme Comet, c'est plus facile de pivoter vers ces modèles-là. Je sais que tu as été récemment nommé à la mission numérique pilotée par Juliette Demopou, notamment en charge des startups grands groupes. Et Oui. est-ce que, déjà, tu peux nous parler un peu plus de cette mission? Et est-ce que tu penses que les codes des startups, justement, peuvent être adoptés par ces grands groupes? Alors, ouais, enfin, je le pense et en plus, je le sais parce que tu vois, nous, on est une boîte, on fait que du grand groupe dans le sens où 100% de notre chiffre d'affaires, enfin 97% de notre chiffre d'affaires, il est fait avec des grandes maisons françaises, donc avec le CAC 40 pour faire simple, ou le SBF. Donc moi, je le vois au quotidien que en fait, on oppose très souvent les startups et les grands groupes. En fait, c'est assez faux parce que d'ailleurs, une startup, ce qui est assez marrant, quand elle grandit, elle a envie de se processer et en fait, inconsciemment, elle admire un peu je dirais, la structure d'un grand groupe. Donc la startup veut devenir un grand groupe et le grand groupe, en fait, on pense. Alors c'est assez vrai, mais quand ils regardent la startup, ils se disent waouh, c'est pas trop un paquebot, c'est un petit hors-bord, ils peuvent tourner à droite, à gauche très rapidement. C'est assez vrai parce qu'on est beaucoup plus petit. Mais je trouve que dans les grands groupes, quand tu regardes les cellules innovation, les cellules digitales notamment, mais c'est pas vrai que pour ces équipes-là, hein. Tu as des équipes, par exemple, IT historiques qui, elles aussi, sont très proches de la méthodologie d'une startup ou très proches même de son état d'esprit. Donc, je trouve que ça s'améliore énormément. Et je trouve aujourd'hui, tu vois, quand je travaille donc, la mission de Bercy, en fait, c'est une mission donc, de transformation numérique des grands groupes, qui est pilotée, oui, par Juliette de Maupeou et par Nicolas Guérin. C'est les deux copilotes de cette mission et c'est des gens assez fantastiques d'ailleurs, vachement brillants. Et en fait, l'un des chantiers, c'est la relation startup grand groupe. Et donc, moi, dans ce chantier, je le copilote, cette verticale relation startup grand groupe, avec Thibaut, qui grosso modo est le patron de l'innovation chez Accor, et Maud, qui est la patronne du digital de Leclerc. Et en fait, déjà, c'est des gens que j'adore. Mais tu vois, Maud et Thibaut, on se parle toutes les 2-3 jours. Et en fait, Maud et Thibaut, c'est des entrepreneurs, quoi. Alors qu'ils sont, tu vois, au COMEX d'un grand groupe. En fait, tu vois, enfin, c'est tout con, mais que ce soit les méthodologies, les outils ou les états d'esprit, moi, je suis pas du tout un ovni pour eux. Et en fait, eux, c'est pas des ovnis pour moi. En fait, tu vois, je trouve la belle incarnation dans ce trio, tous les trois. En fait, moi, j'ai vu vraiment concrètement que finalement, aujourd'hui, les dirigeants et dirigeantes des grandes entreprises françaises, elles ont énormément lu, elles ont énormément rencontré, elles sont vachement ouvertes aussi, et donc elles adoptent énormément de codes de start-up. Donc, je pense qu'on arrive dans un autre stade de maturité dans la relation start-up grand groupe. On n'est plus trop dans la confrontation, on n'est plus trop dans, en fait, les grands groupes, quand ils voient des start-up, c'est un peu le zoo ou c'est un peu le musée. On rentre dans une ère nouvelle où finalement, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup à gagner à bosser ensemble, et les brins d'ADN commencent à vraiment se ressembler, quoi. Et est-ce que dans ce comité et sur cette mission particulière de relation startup grand groupe, vous avez une ambition pour les prochains mois, les années à venir, justement? Ouais, en fait, pour être honnête, c'est d'ailleurs un des gros sujets de cette semaine, c'est que là, on est en train de monter une grosse réunion avec tous les gros acteurs de la relation startup grand groupe. Enfin, on va être grosso modo 10. Parce qu'il y a pas mal d'acteurs. Tu vois, tu as France Digital qui a fait du super boulot, tu as Race qui fait du super boulot avec David avec Goliath, tu as French Tech, tu as BPI avec le hub BPI France. Donc, en fait, on est plusieurs acteurs et nous, on voulait surtout pas être un énième acteur.
on ne voulait pas faire un énième baromètre. Enfin, en fait, je suis assez dur quand je dis ça. Tout le monde a beaucoup bossé sur le sujet. Et pour l'instant, concrètement, c'est surtout des études, c'est surtout, tu vois, des baromètres, etc. Et en fait, on s'est dit, avec Thibaut et Mode, déjà, il faut qu'on bosse main dans la main avec tout le monde pour pas être une énième mission. Et surtout, donc là, grosso modo, on a identifié 3 grands problèmes dans la relation startup grand groupe à 3 points différents dans, tu vois, le cycle de vie. En gros, il y en a un qui est très en amont, qui est plutôt, tu vois, la mise en relation au tout début. Tu en as un qui est au milieu, l'industrialisation. Et le dernier, c'est l'exit. Parce que en fait, on en parle peu, mais en France, il y a très, très peu de liquidités en fin de vie pour une startup. Il y a très peu d'exits. Et donc, en fait, on aimerait encourager à la fois les startups françaises à imaginer des exits avec des grands groupes français et puis encourager les grands groupes français aussi à se dire, mais finalement, on peut aussi derrière aller faire des très belles opérations en rachetant des startups. Donc, grosso modo, on a ces 3 grandes thématiques. Et donc là, on va conjointement avec les autres acteurs proposer des mesures phares à Bercy. En gros, l'idée, c'est de se dire, bah, finalement, le gouvernement, tu vois, ils sont quand même vachement ouverts sur le sujet en se disant, en fait, un peu comme quand tu fais du product management, tu dois écouter tes utilisateurs. Et je trouve que, tu vois, c'est même partagé par Cédric O, par exemple, qui se dit clairement, en fait, je ne vais pas passer des années à essayer de brainstormer avec mon équipe. Je vais plutôt mettre des gens du terrain sur le sujet. Je vais leur proposer derrière de me pousser des mesures phares et puis comme ça va me faire gagner beaucoup de connaissances et puis on aura un impact fort sur le sujet. Donc là, nous, on doit soumettre d'ici Noël, en fait, notre grande mesure un peu phare donc dans ces 3 thématiques, on va là aussi affiner, en choisir qu'une seule. Et donc d'ici Noël, on va publier d'ailleurs, voilà la grande mesure qu'on veut porter en partenariat avec tous les grands acteurs pour que la relation startup grand groupe, elle change vraiment d'échelle, quoi. Ok, très bien. Alors, je vais un peu changer de sujet et un peu pivoter pour cette dernière partie de l'interview et, Bien sûr. et notamment parler du no-code. Vous avez commencé chez Comet avec un énorme volume d'affaires, autour de 400K, si je ne me trompe pas, mensuel, Ouais. sans une seule ligne de code. Comment est-ce qu'aujourd'hui, et notamment tu me disais que vous travailliez beaucoup avec des grands groupes, comment est-ce qu'aujourd'hui, vous avez réussi à vous légitimer dans le monde de la tech, sans forcément au tout début en tout cas, sans forcément de grosses techno derrière? Et que du coup, c'est crédible aujourd'hui pour un entrepreneur? Écoute, c'est une très bonne question en fait, parce que je pense que là aussi, en fait, la tech est un outil et ce qui est vraiment intéressant, c'est quel est l'impact que tu ou la valeur que tu délivres derrière, tu vois? En gros, il faut surtout pas faire de la tech pour faire de la tech et tu vois, typiquement, on reconnaît un bon enfin, ça fait un peu un bon et un mauvais chasseur, mais tu vois, on reconnaît un bon développeur, quand justement il sait que j'ai pas envie de faire ce langage pour faire ce langage. Enfin, en gros, j'utilise ce langage parce que j'ai des problématiques, tu vois, de temps réel, de grosse volumétrie de data, enfin voilà. Mais je te donne parce que finalement, la tech, tu peux faire de la très, très belle tech sans faire une ligne de code, en vrai. C'est ça qui est assez paradoxal, mais en fait, c'est que la manière dont on devrait mesurer la tech, c'est quel est son impact business en soi. Ou si tu es dans une asso, c'est quel est son impact environnemental, par exemple, quel est ou les deux d'ailleurs, parce que on sait que la manière dont on fait du business, enfin, on fera du business demain devra comporter les deux. Et en gros, pour te répondre, nous, on a été vachement crédible, je pense, parce que très tôt, on a porté ce discours qui est qu'on ne doit pas shipper du code, on ne doit pas faire de la tech, on ne doit pas, tu vois, shipper des features, donc délivrer des features, donc des fonctionnalités, mais on doit, tu vois, créer de l'impact. On doit délivrer de la valeur business, on doit délivrer de la valeur métier, on doit délivrer de la productivité. Donc, grosso modo, tu vois, quand dès le début, on a lancé Comet sans une ligne de code, on est monté, comme tu l'as dit, à quasiment 500 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Donc, on va dire 6 millions annuels sans une ligne de code, parce qu'en fait, on a montré au marché, à nos équipes, etc., que finalement, tu vois, on peut faire de la très belle tech utile qui, tu vois, nous fait changer d'échelle en termes de taille, de chiffre d'affaires, sans justement maîtriser la technologie. Donc ça paraît très paradoxal, mais je pense que la tech en 2020 et dans les années à venir, c'est plus forcément une pure tech, ce qu'on appelle back-end, donc technologique, mais beaucoup plus une tech de un peu plus produit, tu vois. Moi, enfin, après, il y a des problématiques et il y a des sujets. Typiquement, tu vois, nous, aujourd'hui, on a en fait tout un moteur de matching qui, honnêtement, est extrêmement poussé d'un point de vue plutôt data, tu vois, mathématique même, et donc technologique. On a aussi maintenant une infrastructure pour, enfin, dans un sens là d'ingénierie,
Tu vois, on a tout un socle d'architecture et d'infrastructures technologiques qui font qu'on pourrait, tu vois, on va faire 30 millions de chiffre d'affaires cette année. On ne pourrait pas le faire sur du no-code. Et donc, tu vois, je pense que, juste pour conclure là-dessus, ce qui nous a aussi fait gagner de la crédibilité, c'est que toutes les jeunes startups ou tous les grands groupes qui sont en début de projet et qui nous disent j'ai besoin de 4 développeurs pour faire mon MVP, en fait, moi, je leur saute dessus en disant surtout pas. Utilisez Bubble, utilisez Figma, utilisez ce que vous voulez. S'il vous plaît, en fait, faites votre MVP sans une ligne de code. Comme ça, vous allez passer votre temps avec les utilisateurs. Vous allez pouvoir itérer constamment. C'est même vous, tu vois, patron du digital ou vous, chef de projet, qui allez vous-même délivrer ce produit dans la main de vos utilisateurs. Et une fois que vous avez des idées super claires, si vous voulez passer à l'échelle, là, OK, je vous donne entre guillemets 4 développeurs et là, vous le faites sur de la tech, tu vois. Et je pense que ça, c'est un vrai message important qui est que faut pas croire quand vous montez une boîte aujourd'hui, tout le monde se dit je cherche un CTO. Enfin, non, en vrai, enfin, chercher un CTO ou chercher des développeurs, le jour où votre plus gros problème, celui qui fait que vous ne dormez pas, c'est qu'il y a trop de trafic sur votre application et donc ça tombe. Le jour où ce problème il est là, c'est là où il faut aller prendre un CTO ou c'est là où il faut aller prendre des développeurs, quoi. Si vous pouvez l'anticiper un peu, c'est mieux. Mais faut... Moi, je vois beaucoup dans les incubateurs, accélérateurs, des cofondateurs plutôt business ou même des solo founders, donc des entrepreneurs un peu seuls, qui se disent première étape, il faut que je me trouve un CTO. Non, en vrai, première étape, il faut que tu ailles voir tes users, que tu leur mettes un produit no-code entre les mains, tu vois, un petit MVP, que tu itères à fond. Et puis le jour où tu te rends compte que tu as trop de traction. Donc, tu vois, c'est en train de tirer et ta machine, elle est en tissu, enfin, tu vois, elle est en plastique, elle est en scotch. Donc, bon, il faut la changer pour du vrai métal solide. Bah, là, tu migres sur de la tech, quoi. Ok. Bah, écoute, Charles, on arrive à la fin de cette interview et j'aimerais vraiment te remercier pour ta sincérité sur toutes ces questions et te remercier au nom du Club Digital et au nom de l'EM Lyon pour ton temps. Merci Euh, beaucoup, Sam. Merci à toi. À très bientôt. Salut.